Donc, nous avons choisi lors de notre préparation d'opter pour en fait deux retours d'expérience pour essayer de dégager des grands principes, pour essayer d'organiser l'EMC dans et hors la classe, des grands principes qui tiennent compte en fait du contexte, des contextes nationaux. Le principe premier, c'est bien sûr qu'est-ce qui permet à l'élève en fait de construire son esprit critique dans un contexte national en essayant d'évacuer aussi, on va dire, l'émotion que peut représenter certains sujets. En France, les caricatures, mais il y a bien d'autres thèmes qui peuvent susciter de l'émotion, des surréactions de la part de nos élèves. Le but, c'est vraiment d'analyser ces deux retours d'expérience. Alors, un retour d'expérience qui est le fruit d'une collaboration internationale en fait entre plusieurs pays, c'est-à-dire l'Égypte, le Maroc, la France et le Liban. Alors, pas de manière continue, mais selon les années avec différents partenaires. Ça, c'est Ahmed Farouk, professeur d'arabe au lycée français d'Alexandrie. Et puis, un retour d'expérience, j'ai sollicité, parce que moi je suis arrivé depuis peu finalement au lycée, et qui de mieux qu'un prof qui enseigne depuis 2016 en histoire-géographie, donc Fulgence Hatzé. Deux exemples, le sexisme dans les cours de MC, réaction d'élèves, il ne s'agit pas de faire un cours sur ces thèmes, mais bien de voir comment ça a été amené, de voir un petit peu la réaction des élèves, et l'histoire de l'islamisation également de l'Afrique, car on a souvent l'entrée de l'évangélisation de l'Afrique, mais également l'islamisation de l'Afrique, et de voir quelle réaction ça peut susciter dans un contexte national où en plus des religions monothéistes, vous avez l'animisme, par exemple, qui est très présent encore en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc dégagé, je laisserai bien sûr la parole à Jérôme Lebar. J'ai fait moi quelques lectures, mais je pense que vous connaissez tous ces actes d'un congrès qui a eu lieu. Donc l'école apprend la citoyenneté. Dans notre réseau, on parle de pédagogie laïque également. Et je me suis inspiré aussi finalement, est-ce que nous, dans nos établissements, l'EMCE, ce n'est pas aussi de construire une citoyenneté mondiale qui est chère à l'UNESCO? Et je laisserai Jérôme, bien sûr, conclure sur différents aspects de l'EMC, différents concepts que l'on peut mettre en activité dans l'EMC, on va dire de la très petite section de maternelle jusqu'à la terminale. Je laisse la parole maintenant à Ahmed Farouk. Alors, bonsoir tout le monde, très ravi d'être parmi vous ce soir sur le forum pédagogique. Et donc justement, je vais faire un rapide retour d'expérience autour du projet LCM, langue et culture méditerranéenne, qu'on a mené au départ avec le lycée Charles de Gaulle de Dijon. Puis donc nous avons eu également le lycée de Casablanca. Et donc il y a eu quelques moments très forts aussi pendant ce projet au cours de ces quelques dernières années. Donc, je vais faire un partage d'écran pour vous présenter, sans rentrer vraiment dans les détails, mais juste une présentation globale du projet. Donc, le projet, justement, langue et culture méditerranéenne, on a préféré choisir les chemins du savoir. Moi, personnellement, je trouve ça très poétique et on y tient beaucoup. Et donc, les objectifs généraux de ce projet, c'était vraiment d'essayer de construire une culture humaniste qui met en évidence des liens tissés entre les différentes civilisations de la Méditerranée, en commençant par Aristote et justement en passant par Averroès au XIIe siècle en Andalousie. Donc, c'était un projet pluridisciplinaire puisqu'il réunissait le français, la philosophie, la langue arabe. Et à l'époque, c'était dans le cadre de l'enseignement d'exploration en classe de seconde. On avait réparti les élèves en deux groupes. Donc, il y a un groupe qui faisait du français, de la philosophie. Et donc là, c'est à ce moment qu'on s'est interrogé sur la philosophie, l'étymologie du mot, à quoi ça sert, qu'est-ce que la philosophie exactement.
Et on s'est servi de cette introduction justement puisque les élèves, ils ont toujours cette matière en terminale et ça devient une matière trop dure pour eux. Donc, c'était une sorte d'introduction aussi à la philo. Et puis, c'était l'occasion également de découvrir un exemple de mélange de trois cultures dans l'Andalus, donc la culture juive, chrétienne et musulmane. Et on voulait également exploiter la pensée d'un philosophe, donc Averroès, et la production d'un cinéaste égyptien qui est très connu en France. Je ne sais pas si vous le connaissez tous ou pas, Youssef Chahine. Donc, dans son film Le Destin. Donc, au niveau de l'organisation, alors, comme je viens de le dire, la classe a été divisée en deux groupes. Enfin, les élèves qui faisaient LCM. Et donc, on changeait les groupes la veille, à la veille de chaque des vacances, justement. Et donc, on cherchait à tout prix à travailler autour de ces axes-là. Et du français et de la philosophie, on s'intéressait au pourtour de la Méditerranée. Qu'est-ce que la Méditerranée? Quels sont les États qui bordent la Méditerranée, les langues, ainsi de suite. Et on est parti de la Grèce antique. Même les valeurs qui sont communes depuis l'invention ou la démocratie d'Athènes et l'évolution de cette démocratie jusqu'à nos jours. À quoi sert cette philosophie grecque? La question du bonheur, qui est un objectif premier de la sagesse, justement. Et de l'autre côté, en cours d'arabe et histoire, on prenait le temps de travailler sur le personnage d'Averroès, surtout le film de Chahine, même si pour certains historiens, ça reste une pure fiction qui n'a rien à voir avec l'histoire. Mais quand même, on sait très bien qu'Averroès, on a fait brûler ses œuvres et que vraiment, il a été vachement critiqué suite à son interprétation du Coran. Et, et donc, justement, on est parti de ce fameux tableau sur l'école d'Athènes de Raphaël, là où figurent tous les grands philosophes occidentaux, mais il y avait juste un seul intrus qui était justement Averroès pour montrer la grandeur de cet homme. Donc, on a analysé le tableau. Comme vous le voyez, c'est un projet pluridisciplinaire et également, on a eu recours à des documents historiques, à des tableaux, au film de Chahine. Donc, vraiment, tout document qui puisse répondre vraiment à nos objectifs. Et une fois qu'on avait fait le pourtour de la Méditerranée, on a commencé à s'attarder également sur cette question: pourquoi avoir brûlé les livres d'Averroès? En quoi cela est-il ou non un blasphème contre Dieu? Ça a commencé à engager une réflexion et un dialogue autour de la science et la religion, en quoi science et religion ne se posent pas forcément. Et donc, on sait très bien qu'Averroès, c'est le traducteur d'Aristote, ou voire même pour certains philosophes, c'est le commentateur d'Aristote, puisqu'il ne s'est pas contenté uniquement de le traduire, mais il avait rajouté, il avait apporté un petit peu sa contribution à la pensée d'Aristote. Et, et donc, on s'est également servi du contexte du film, l'affiche du film, le film lui-même, pour analyser ce contexte, puisque le film il se déroule au XIIe siècle en Andalousie. Et justement, je ne sais pas si vous avez tous vu le film ou pas, mais de toute façon, on voit, c'est un film d'actualité. C'est un film qui a été tourné ou qui est sorti en 1997, mais qui reste toujours un film d'actualité. Comme on a fait brûler les livres d'Averroès, les attentats terroristes, les terroristes qui veulent prendre le pouvoir, qui sont en désaccord avec le calife.
Donc, ça nous a permis un petit peu de se plonger on va dire, la vie de l'Andalus au XIIe siècle et la vie d'Averroès, justement pour jeter un coup d'œil sur l'actualité et faire réfléchir les élèves à tout ce qui se passe autour d'eux dans le monde. Un de nos objectifs également, c'était de montrer que le savoir est universel et que voilà, on a commencé par la Grèce antique, puis on est allé vers le monde arabo-musulman en Andalousie pour repartir vers l'Occident. Et comme Chahine le signait d'ailleurs à la fin du film, je pense avoir mis la citation que la pensée a des ailes. Nul ne peut t'arrêter son envol. Donc, c'était une façon aussi de conclure ce projet et d'attirer l'attention des élèves que personne ne peut arrêter l'envol de la pensée. À un certain moment, il y avait des moments très, très forts de ce projet, comme notamment, par exemple, Ali Ben Maklouf, qui a sorti à l'époque Pourquoi lire les philosophes arabes et qui a accepté gentiment de nous rendre visite une fois dans l'établissement à Alexandrie pour parler de son bouquin et justement parler d'Averroès. Et également, l'année d'après, on l'a reçu lors du séminaire qui a permis aux élèves de nos établissements respectifs de se retrouver au lycée Charles de Gaulle à Dijon. Il a fait un discours qui a vraiment marqué les élèves. On l'a vu quand on leur a demandé d'enregistrer des vidéos pour faire quelques retours de l'expérience qu'ils ont vécue. Et tout le monde a cité Ali Ben Maklouf. Ce qui montre à quel point ça les a marqués. Un autre moment très fort du projet, c'est quand on s'est retrouvé une fois en Andalousie, au pied de la statue d'Averroès. Et il y avait également l'établissement de Charles de Gaulle à Dijon. Et on a visionné le film ensemble plusieurs fois. On a créé des groupes de travail et je me rappelle que la dernière année, donc les trois établissements, l'établissement de Casa, lui aussi, il était réuni et ça nous a permis de créer des groupes mélangés vraiment des élèves pour travailler autour du film, voir les axes qu'ils ont compris, ceux qui n'ont pas compris, le lien avec le vécu, ce qu'ils ont étudié, puisque le projet aussi, ça j'ai oublié de le préciser au départ, on était sur plusieurs établissements, 3 établissements ou 4 même des fois avec le Liban. Donc on s'était dit, le mot-clé serait la souplesse. Donc, c'est pas vraiment, c'est pas la peine de forcer ou d'imposer une progression à tous les établissements, mais qu'on se regroupait, on faisait un séminaire de travail en début d'année et on dessinait les contours du projet, puis chaque établissement s'appropriait le projet selon ses attentes et de ceux qui cherchent à véhiculer auprès de ses élèves. Donc, c'était des moments vraiment très forts, les moments de regroupement qui ont permis aux élèves de travailler en groupe, de faire un travail d'analyse et de mener des débats qui vont au-delà du film de Chahine et de la pensée progressiste d'Averroès. Voilà, j'ai essayé d'aller un peu trop vite sans rentrer trop dans les détails pour ne pas vraiment accaparer la parole pendant longtemps. Est-ce clair? Est-ce que vous avez des questions? Ce que je vous propose, Ahmed, c'est qu'on va passer au deuxième retour d'expérience et puis on prendra les questions peut-être en deuxième partie. Merci pour cette présentation. Moi, j'en retiens effectivement pour l'avoir vécu de pas trop loin, ces séminaires de rencontres entre élèves qui avaient travaillé sur ces questions, sur les questions de la pensée d'Averroès et d'Aristote et qui échangeaient venant de pays différents. Et c'était toujours très, très riche et des expériences très, très riches. Peut-être on va laisser la parole à Fulgence. Allez, Fulgence, c'est à vous. Bonsoir à tous.
Je suis très heureux de me retrouver sur le forum pédagogique ce soir. Je voudrais présenter brièvement deux projets. Ce ne sont pas des projets en tant que tels, mais nous savons qu'en 2004, à Abidjan, le lycée Mermoz a connu un coup d'arrêt dû aux incidents de la crise politique en Côte d'Ivoire. Et pour l'ouverture en 2014, il a fallu donc discuter avec les autorités. Les autorités ont préconisé une adaptation de notre programme, du programme français donc, aux réalités locales, sous-régionales, je voudrais dire. Et dans ce cadre, nous avons donc pu mener quelques activités et je voudrais les présenter rapidement. En MC, je voudrais aborder la question du sexisme. On constate en Côte d'Ivoire que les filles et les garçons sont scolarisés de façon inégale. Les filles n'ont pas l'avantage de se retrouver à l'école. Alors, l'objectif de ce travail sur les discriminations, c'était de faire découvrir les réalités locales. Et donc, pour commencer, nous avons d'abord, dans un premier temps, formé 4 groupes. 2 groupes qui devaient aller faire des recherches et les groupes ont été sélectionnés ou mis en place en fonction de la provenance. Donc, 2 groupes qui devaient aller faire des enquêtes portant donc sur les causes éventuelles, après avoir bien sûr présenté le projet, aller faire des recherches pour découvrir les causes de cette situation, cette inégalité. Et un deuxième groupe les 2 autres groupes devaient se pencher sur la législation en vigueur. Et donc, dans l'enquête, les élèves eux-mêmes ont pu découvrir qu'il y a une inégalité de scolarisation, d'abord entre le sud et le nord. Au sud, les filles sont mieux scolarisées qu'au nord. Un premier problème. Un deuxième problème, c'est que c'était lié à la tradition, à la place de la femme dans la société africaine. L'autre aspect, c'était que, pour donner quelques éléments concernant la tradition africaine, nous avons le garçon qui est censé être l'héritier du père, tenir donc la maison familiale à l'avenir, et la femme qui devra aller se marier et donc quitter la famille. Par conséquent, on ne lui accordait pas trop d'intérêt dans le cas donc de la survie de cette famille. Il y a également le contexte colonial, parce que certains peuples n'ont pas accepté de scolariser leurs enfants sous prétexte que ce serait l'école des Blancs. Et donc, cette idée a prospéré dans certaines régions. Les élèves ont également retrouvé qu'il y avait des difficultés financières pour certaines familles. Et ces difficultés financières entraînaient inévitablement des difficultés sociales. Cela entraînait donc des mariages précoces, des grossesses en milieu scolaire, ce qui décourageait donc les parents déjà à scolariser des enfants qui ne porteraient pas les fruits escomptés. Le second groupe s'est occupé de la législation. Donc, que dit la législation ivoirienne sur la scolarisation? L'égalité homme-femme, est-ce que la législation ivoirienne la reconnaît? Donc, progressivement, les élèves, eux-mêmes, à partir d'orientation, ont fini par découvrir que la législation ivoirienne permettait cela, mais dans la pratique, au niveau culturel, il y avait énormément d'opposition. On a vu également le droit international des enfants et ils ont perçu également qu'ils avaient le droit d'aller à l'école. Mais en même temps, on leur a permis de voir les réalités sur le terrain. Parce qu'il y avait tout cela qui était présenté, mais il y avait aussi des difficultés intérieures liées à l'organisation de cette scolarisation. Il y a eu donc une sortie de ces élèves par eux-mêmes après des consignes données qui ont fini par découvrir qu'il y a des classes ici à Abidjan où il y a des élèves, des classes de 80 élèves. Donc, ils se posaient la question de ce qu'il en était à l'intérieur du pays. En milieu rural, on a tous su que les écoles étaient des fois éloignées des lieux de résidence de ces populations. Et donc, après avoir découvert l'égalité des autres élèves au niveau local, cela entraînait donc des résultats qui m'ont vraiment marqué. Je disais tout à l'heure au proviseur que ces résultats m'ont vraiment marqué. Parce que, dans un premier temps,
ça a conforté la position de certains élèves sur cette situation. Et l'année qui a suivi, la rentrée qui a suivi, j'ai eu écho de ce que des élèves de la classe de seconde se seraient mis ensemble pour aider à la scolarisation d'une jeune fille qui habite la commune d'Abobo et qui fréquente le lycée classique d'Abidjan, qui ont pu l'aider à se scolariser. D'un autre côté, il y a des élèves qui s'étonnaient de cette réalité parce que, n'étant pas de cette couche sociale, pour eux, c'était inadmissible d'avoir des élèves qui ne soient pas à l'école à 6 ans, à 10 ans, à 15 ans et qui soient dans la rue en train de vendre. C'était quand même un peu bizarre. Ils n'ont pas pensé que c'était lié à bien de situations. Donc, ça a permis vraiment d'amener ces élèves-là à comprendre la réalité au niveau local. Ça, c'est la première chose que nous avons pu faire au cours de l'année scolaire 2016-2017. Toujours dans le cadre de l'adaptation du programme, je prends l'exemple en 5e de la naissance de l'islam à la prise de Bagdad et également l'émergence de nouvelles sociétés urbaines. On se rend compte que avec cette question-là, on travaille le plus sur l'Europe et on laisse vu le temps qui nous est accordé, on n'aborde pas les questions au niveau local. Donc, dans l'adaptation, nous avons opté pour mener des activités qui porteraient en partie sur l'Afrique de l'Ouest, donc l'islamisation de l'Afrique de l'Ouest. Ce qui permet donc aux élèves de découvrir que l'expansion de l'islam ne se fait pas forcément de façon militaire, parce que au 8e siècle, les Arabes qui arrivent en Afrique noire ne viennent pas avec des armes, mais c'est plutôt par le commerce qu'ils parviennent donc à islamiser les royaumes. Ça nous permet également d'étudier les relations entre l'Afrique noire et l'Afrique blanche. Aussi, ça nous permet aussi d'étudier, par exemple, aujourd'hui, la question, par exemple, de la ville de Tombouctou, qui aujourd'hui est pris pour certains comme un centre religieux, pour d'autres pour un centre culturel. Donc, ça permet d'étudier cela, de voir également certains souverains africains tels que Askia Mohamed, qui est présenté comme un mécène, parce que recevant des intellectuels venus non seulement de l'Espagne, mais aussi des autres pays d'Afrique tels que le Maroc. Donc, ça nous permet également de présenter cela et de montrer un autre élément très important, l'organisation d'un État africain, par exemple, d'un royaume africain, l'Empire du Mali, par exemple. Quand nous présentons l'organisation de ces empires, les enfants sont vraiment stupéfaits parce que jusque-là, ils ont vu l'Afrique comme un monde sans organisation, sans véritablement d'État. Il n'y a rien réellement que les enfants pensaient qu'ils soient en Afrique déjà au Moyen-Âge. Donc, pour eux, l'Afrique, c'est une jungle. Donc, quand ils parviennent à comprendre que déjà au Moyen-Âge, l'Afrique avait une organisation mise en place, ça change donc leur jugement sur l'Afrique. Également, ça nous permet de voir, avec cette organisation culturelle, économique et politique, le dynamisme de l'Afrique déjà au Moyen-Âge. Et donc, l'ensemble de ces informations, franchement, sont très bien accueillies par les élèves qui, pour la plupart, demandent que les travaux puissent aussi prendre en compte, sans oublier les parents, que les travaux menés en classe puissent prendre en compte aussi l'espace, les réalités locales. Donc, présenter l'activité sous cet aspect, vraiment, ça les aidait vraiment à mieux comprendre l'environnement dans lequel ils vivaient. Donc, voici un peu présenter brièvement ces deux activités menées au cours des années passées. Il y a plein d'autres activités que nous avons menées, mais je m'en tiens qu'aux deux parce que vous avez, par exemple, dans la bourgeoisie marchande, négoces internationaux et traite négrière au XVIIIe siècle. Nous avons, par exemple, l'île de Gorée qui peut nous servir d'exemple pour la traite négrière. Donc, il y a plein d'exemples en Afrique que nous pouvons utiliser
dans le cadre de l'adaptation de nos programmes aux réalités locales. Voici donc brièvement présenté ce que nous avons pu mener pendant ces années-ci. Merci Monsieur Hatsé. Merci beaucoup, puisque nous avons amené cette année d'ailleurs une adaptation du parcours citoyen au contexte ouest africain et international. Juste avant de passer la question, moi je vais juste par rapport à ces deux interventions, je remercie les intervenants. Je retiens interculturalité et citoyenneté, des thèmes très proches. J'ai entendu aussi la notion d'engagement de l'élève, puisque certains travaux en classe ont déclenché un engagement citoyen des élèves. Et puis, cette nécessité finalement de replacer en outil intellectuellement nos élèves dans une réalité, un continuum historique, quelquefois un petit peu trop européano-centré, replacer finalement ce parcours citoyen dans un contexte historique qui permet de mieux éclairer, de mieux comprendre les réalités locales. Et je pense que c'est ce point en commun, je pense que tu en es d'accord avec moi, Jérôme, ces deux interventions. Oui, tout à fait. L'idée, c'était de vous donner deux exemples vraiment pour lancer le débat et la discussion, mais montrer finalement à travers ces deux enseignements qu'il y a toujours la possibilité, la première chose, comme le fait très bien Fulgence, de comparer, d'être dans la comparaison. Le programme nous les permet avec le pays dans lequel on enseigne. Ça a toujours cet intérêt de contextualiser et de mettre du lien, comme tu l'as dit, de décentrer. Quand on sent que l'actualité est un peu chaude, si on veut traiter d'une thématique dont on sent que l'actualité est un peu chaude, l'exemple d'Ahmed Farouk, finalement, de choisir le Moyen-Âge, parce que les élèves ne s'y trompent pas, quand Ahmed travaillait autour du destin et d'Averroès et du conflit qu'il pouvait y avoir entre Averroès et d'autres interprétations de l'islam, les élèves par eux-mêmes faisaient le lien avec les questions d'actualité, mais ça permettait de poser les bases d'un débat plus serein. Enfin, moi, je voulais aussi engager sur la transversalité parce que, à mon sens, l'éducation à la citoyenneté, elle n'a pas vocation à être le monopole des professeurs d'histoire. Je vois Madame Langlais qui est là, elle traverse aussi bien sûr la vie scolaire, mais l'ensemble des matières. Elle peut se faire aussi par l'engagement à travers la mise en action des élèves et vraiment dans une pédagogie où on va mettre en projet. En vie scolaire, je pense à des actions à l'extérieur de l'école. Alors, on rêve d'un monde sans Covid, mais quand on en aura fini, on pourra remettre des choses en place. Tout ça participe pour moi à la formation à l'esprit critique, la formation à l'altérité et la formation à l'interculturalité. Et ces trois aspects-là, ils sont très, très difficiles à enseigner parce qu'ils touchent à nos propres identités. Moi, je vous invite à lire, mais j'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu, Amin Malouf, Les identités meurtrières. Ça touche à nos identités, qu'elles soient culturelles, spirituelles, professionnelles, sociales. Et forcément, ce sont des sujets qui forcément sont sensibles, puisque nous réagissons en tant qu'adultes et les élèves réagissent fortement dès que son identité propre est touchée, avec le risque toujours de la dissonance cognitive. J'ai beaucoup travaillé en France pour les enfants nouvellement arrivés en France. L'objet et la nécessité de ce travail de contextualisation, d'explication, il est un sujet crucial, et spécialement quand on est dans des univers biculturels où on croise plusieurs sphères culturelles, spirituelles ou professionnelles, parce qu'on sait très bien que en psychologie sociale, quand il y a une tension interne propre au système de pensée, de croyance, d'émotion, et quand elles se confrontent les unes les autres, on a toujours ce risque de dissonance cognitive
qui peut, on le sait, aller jusqu'à des désordres importants chez la personne. Donc, la nécessité de cet enseignement citoyen, pour moi, il se situe beaucoup là et il est effectivement très difficile à appréhender parce qu'on l'appréhende avec sa propre identité. Et donc, en intégrant sa propre identité. Voilà peut-être la réflexion que je voulais vous proposer avant de prendre les questions. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà des questions sur les deux exemples qu'on a entendus ou sur des choses qu'il aurait mis en place aussi dans son établissement, nous faire partager aussi l'approche qui peut être la vôtre. Qui veut se lancer? La première question est toujours la plus difficile. Je vois que François Clausel a remis sa caméra. Oui, donc je pense qu'il souhaite intervenir, François. Oui, mais c'est plus pour rebondir sur ce que vient de dire Jérôme, parce que tu dis que ce n'est pas le monopole des professeurs d'histoire, et je suis tout à fait d'accord, mais je pense à la nécessaire formation de tous nos enseignants et de nos personnels, et pas seulement une formation courte, mais probablement une certification au long cours à mettre en place. Parce que voilà, si on demande à tous nos personnels, par exemple, juste de donner une définition de la laïcité, qui est une valeur évidemment chère à la mission laïque, on risque d'avoir des réponses diverses et variées. Et je pense qu'il y a un véritable travail à faire pour ne plus se retrouver dans l'urgence à devoir finalement faire des formations suite à ce qui s'est passé par exemple au mois d'octobre, mais avoir des équipes prêtes à réagir, non pas dans l'urgence, mais avec quelque chose déjà de pensé et de bien réfléchi. Et donc voilà, il y a urgence à créer une certification qui concernerait l'ensemble de nos enseignants et l'ensemble de nos personnels. Voilà, c'était un petit peu l'idée. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, François, parce qu'il y a aussi un principe de réalité. Je suis un ancien professeur d'histoire-géographie et je l'ai partagé avec les équipes d'histoire-géographie. Il y a un moment, l'EMC, dans les emplois du temps, dans les cours, a toujours été la part variable pour ajuster les programmes. Et je vois M. Hatzé qui sourit et qui acquiesce. Souvent, on n'étiquette pas finalement suffisamment l'EMC dans les emplois du temps. Après, est-ce bien nécessaire? Est-ce bien nécessaire? Puisqu'on tombe dans le travers, vous le dites vous-même, on n'a pas suffisamment de temps, quelquefois, on lutte contre les programmes et tout. Avec la réforme du lycée, c'est obligatoire maintenant, puisque dans la note de contrôle continu, on est obligé de faire rentrer l'EMC, de noter l'EMC. Alors moi, la question que je pose, est-ce qu'on est obligé d'étiqueter, et ça rebondit finalement sur ce que tu viens de dire, est-ce qu'on est obligé d'étiqueter nécessairement? Par contre, on est obligé, je pense, d'exprimer un parcours citoyen, de le formaliser, mais que ce soit l'affaire de tous. Parce que la seule partie, je connais moi des profs d'éco, des profs de philo qui interviennent en EMC, mais c'est toujours cette part variable que représente l'EMC dans les emplois du temps. Voilà, je mets ça un peu au milieu par rapport à cela. Et c'est vrai que, M. Hatzé, je vous vois sourire, je sais que on en a discuté. Les professeurs. Je vais reprendre pour continuer le débat avec François. La laïcité, on voit à quel point, y compris dans la société française, cette définition n'est pas facile à avoir. On voit les débats qui se… Et est-ce qu'il y a consensus en France sur le terme de laïcité? Je pense qu'on est bien d'accord pour dire qu'il n'y en a pas. Donc, dans notre enseignement, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois, plutôt que d'apporter finalement, d'être dans le descendant et d'apporter une définition, de construire ces cours sur des regards et construire l'esprit critique de nos élèves. Finalement, la définition de la laïcité, nos élèves vont se la construire, mais de leur présenter des regards. Et finalement, on évite le compte. Si moi, en classe, je présente ma vision de la laïcité, je vais au conflit. Je vais au conflit parce qu'elle ne sera pas la même que l'ensemble des élèves de la classe. Et si je le fais dans une salle des classes, dans une salle des profs,
Je vais aller au conflit aussi parce qu'on ne sera pas d'accord entre nous, je suis sûr. Surtout sur cette thématique-là. Moi, là où j'invite les enseignants, c'est justement de profiter d'un décentrage pour pouvoir traiter de ces choses-là, de présenter des points de vue plutôt que de se positionner en descendant. Voilà, c'est ce qui me vient comme ça. Oui, non, moi je voulais revenir un petit peu sur ce qui avait été dit tout à l'heure. D'abord par rapport à l'étiquetage dans l'emploi du temps. Moi, je trouve que c'est compliqué parce que ça veut dire finalement à un enseignant. Or, il me semble que ça doit être l'affaire de tout le monde dans un établissement. Alors, bien sûr, il y a les contraintes de contrôle continu, etc. Mais je crois que ce qui est important, c'est que l'ensemble des personnels soient convaincus que tout le monde est concerné. Et je crois aussi que c'est parfois par les projets qu'on arrive justement à faire vivre cette transversalité qui est absolument nécessaire. Nous, on a fait un gros travail ces 2 dernières années sur les stéréotypes de genre, par exemple. Et ça a été porté à la fois par des professeurs de sciences, de SVT, professeurs de lettres, professeurs d'histoire-géographie. Et ça s'est décliné aussi en intercycle, puisque le travail a été réalisé par des élèves de 4e qui ont fait des enquêtes auprès des élèves du primaire, notamment sur, je reviens sur ce que disait M. Hatzé tout à l'heure, parce que c'est un petit peu la même démarche, hein. On va chercher les informations. Donc, ils ont fait, eux, des enquêtes sur eh bien, comment les enfants jouaient dans la cour de récréation à la maternelle. Ils sont allés interroger les assistantes maternelles, les maîtresses, les élèves. Et de cette enquête-là sont sorties des constatations. Puis ensuite, ils ont fait des posters, etc. Ils sont allés présenter ces posters aux élèves du cycle 3 à l'école. Donc là, on est vraiment dans une construction de projet qui permet aux élèves de réfléchir par eux-mêmes, puisque ce sont les élèves de 4e qui ont conçu les posters, et de faire réfléchir les plus jeunes sur la problématique de l'égalité homme-femme qui est, au Maroc, on le sait, quand même assez cruciale. Et puis, l'autre chose que je trouve très intéressante et qui me semble, moi, absolument nécessaire aussi dans nos établissements, c'est l'ancrage dans la société et la connaissance des autres milieux socio-économiques auxquels nos élèves ne sont pas confrontés, puisqu'ils font partie de classes sociales favorisées. Et bien souvent, enfin moi, il me semble que c'est vraiment, alors pour le coup, notre devoir de leur faire découvrir la réalité d'autres enfants. Bon, alors, on a tous, je pense, mené des projets avec C'est ton droit, par exemple, qui permettent réellement, encore une fois, à nos élèves de découvrir et puis de s'engager. Et là, on revient vraiment sur la thématique de l'EMC, puisqu'on a des projets de solidarité. Monsieur Hatzé, là, je trouve que c'est très intéressant ce que vous disiez, que des élèves se soient spontanément rapprochés pour pouvoir permettre à une élève d'être scolarisée. Il me semble que là, on est vraiment dans du concret et ça prend son sens. Ce ne sont pas que de vaines paroles. Voilà. Un témoignage de Madame Claude Fayol-Conan. Donc, l'évaluation en EMC peut être compliquée par rapport à certains propos d'élèves, je trouve, pendant des débats. Est-ce que vous pouvez peut-être prendre la parole et développer un petit peu? Je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. Mais est-ce que vous pouvez peut-être... Alors, ouais, bonsoir à tous. Bonsoir. En fait, bon, je suis en CM2, donc on étudie la Seconde Guerre mondiale. Et lors d'un débat, en fait, c'était pendant un atelier philo, en fait, avec Madame Tagbe, qui est professeure de philosophie. Et on venait juste d'étudier la Seconde Guerre mondiale. Et il y a un élève qui a dit, je ne sais plus le contexte exactement, mais qui a parlé d'Hitler en disant finalement, moi, je suis pour ce qu'a fait Hitler et, par rapport aux Juifs et tout ça. Et voilà, et du coup, en fait, moi, je ne devais pas intervenir normalement parce que j'étais l'enseignante de la classe, mais c'était mené par une professeure de philosophie.
Et ça m'a tellement choquée que du coup, je suis intervenue en disant, mais tu peux pas dire des propos comme ça. Et après, quand est venue l'évaluation, je me suis dit, mais comment j'évalue cet élève, en fait, enfin, comment aborder l'évaluation face à des propos qui peuvent être déplacés. Vous questionnez. Vas-y, Jérôme. Oui, si je peux me permettre, merci. C'est un exemple très, très intéressant. Bien sûr qu'un élève peut prononcer des propos comme ça. Il peut se questionner. Moi, je vais vous donner un autre exemple. J'ai été monsieur Islam dans l'Académie de Montpellier pendant une dizaine d'années. J'ai été appelé dans un lycée à Béziers parce qu'un élève avait marqué sur son contrôle « Seul Allah peut me juger ». Et donc, vous imaginez la réaction de l'ensemble de l'équipe enseignante qui était très choquée, bien évidemment. Vous imaginez bien que le propos était fait pour choquer. Quand on est arrivé sur place, on a discuté avec l'équipe enseignante et puis finalement, on a décidé de se rendre dans la famille de ce jeune homme. Et on a été assez surpris de s'apercevoir qu'en fait, le papa était dans l'incompréhension complète. Parce que lui, à la maison, c'était tout l'inverse. C'est-à-dire que lui avait une pratique spirituelle et religieuse quotidienne et son fils était dans un rejet de la pratique de son papa qui avait été jusqu'à brûler le tapis de prière de son papa. Donc, on est vraiment là, quand je vous parle de dissonance cognitive, c'est vraiment exactement ça. Quand le conflit est trop fort entre mon milieu familial et mon milieu scolaire, je mets en œuvre des techniques de protection de moi-même. Et la première, la plus classique, c'est la provocation. Quand il dit ça, il dit ce n'est pas le fond qui est intéressant, c'est qu'il sait pertinemment qu'il va choquer votre propre identité culturelle et qui va venir en conflit avec votre propre identité culturelle. Et qu'il dit finalement à travers ça, vous choquez mon identité, je choque la vôtre. Désarmer ce type de situation, c'est laisser parler. C'est nos valeurs européennes et nos traumatismes de la Seconde Guerre mondiale qui fait qu'on ne peut plus dire, on ne peut pas dire. Et bien sûr, si en arrivant, on étudie, on va pouvoir arriver j'espère, à la conclusion que le régime national-socialiste en Allemagne n'était pas forcément un régime extraordinaire. Mais pourquoi ne pas se poser la question au début quand on n'en sait rien? Alors, juste pour témoigner, monsieur Islam, moi j'avais la casquette de monsieur laïcité dans le département de Côte d'Or, et quelques temps après les attentats de Charlie Hebdo, saisi par un chef d'établissement, j'ai un élève qui est en train de se convertir à l'islam, etc. Bon, après prérequis, après petite enquête, on se rend compte qu'on était aussi dans un phénomène complet de dissonance cognitive une fois que, on va dire, la radicalisation par les réseaux sociaux et par tout ce que vous connaissez avait été évacuée. Et on était dans un exemple de dissonance cognitive puisqu'on était au sein d'une famille africaine chrétienne, en fait, et on était exactement dans une provocation. On était exactement dans le même exemple. Et très souvent, il suffit de parler, d'exprimer, de laisser exprimer les choses face à des choses provocantes que l'élève peut faire. En revanche, ce n'est peut-être pas évident pour un enseignant, un professeur des écoles de le faire directement. Il faut toujours passer, alors là on parle de décentration, il faut toujours passer par un tiers. Et moi, c'est ce que j'ai mené avec d'autres personnes et c'est tout de suite retombé. Mais il a fallu ce temps de l'expression, justement, d'un élève qui était aussi en dissonance cognitive. Et alors là, vous allez trouver tout un tas sur Internet, tout un tas d'activités à mettre en place, ce qu'on appelle les jeux liés à l'interculturalité, qui peuvent être très intéressants. Vous donner un exemple, il y a un jeu de cartes qui se met en place où vous installez les élèves sur 4 ou 6 tables. Ils jouent aux cartes, vous donnez les règles. Le jeu est non verbal, donc les élèves n'ont pas le droit de parler entre eux. Et ce que vous ne leur dites pas, c'est que vous donnez des règles différentes à chacune des tables.
Et à la fin du jeu de cartes qui est très rapide, vous demandez au gagnant d'aller sur la table de gauche et au perdant d'aller sur la table de droite. Donc, très rapidement, finalement, les élèves vont être amenés à jouer alors qu'ils n'ont pas les mêmes règles du jeu. Et vous installez des observateurs et tous les phénomènes de réaction interculturelle vont ressortir. Celles qu'on a vues, la provocation, on a vu même des enseignants quitter la salle et s'énerver. Celui qui laisse tomber, qui laisse finalement, ce n'est pas les bonnes règles, mais je laisse l'autre. Celui qui impose ses règles, celui qui cherche coûte que coûte à de toute façon les imposer, mes règles du jeu. Et ce jeu-là est très intéressant. Vous allez retrouver sur Internet tout un tas de jeux autour de la sensibilisation autour de ces questions d'identité. Identité culturelle, parce qu'on a beaucoup parlé d'islam, mais enfin, ça marche avec les identités sociales, professionnelles. On a tous l'exemple de si mon papa est chauffeur routier, je peux à la maison dire pique-pendre des chauffeurs routiers, mais dès que je serai à l'extérieur, si une personne a l'occasion de critiquer les chauffeurs routiers, je vais me mettre à défendre bec et ongle, donc à être aussi dans une situation de contradiction comme ça en fonction des situations. Merci à Julie pour le lien qu'elle vient de partager, à engagerdéterminé.org, jeu de cartes interculturelles. Également une proposition, peut-être un embryon de communauté d'apprentissage. À la fin de cette session, je me permets de proposer que nous puissions poursuivre tous ces débats extrêmement intéressants. Oui, parce qu'il ne suffit pas d'une session pour débattre. Moi, j'aimerais revenir sur la notion d'engagement aussi de nos élèves, que je présente comme étant aussi importante que les formations académiques, voire et complémentaires. Une possibilité aussi dans les établissements, c'est de monter, alors on les adapte bien sûr à nos contextes, des maisons des lycéens, maisons des collégiens et des lycéens. Donc en France, c'est ce qu'on appelle des junior associations, mais que l'on peut adapter bien sûr dans nos établissements en fonction des législations nationales par lesquelles nous sommes régis, mais ça peut être aussi d'incarner des espaces. Alors des agoras, des ailiers, c'est ma formation d'antiquisant qui remonte ici, mais oui, des agoras de débat, des agoras où l'engagement peut aussi se matérialiser, des espaces de la citoyenneté dans nos établissements. Et d'un point de vue, je dirais, immobilier, je pense que ça peut être aussi une piste de matérialiser des espaces de citoyenneté dans nos établissements. C'est juste une réflexion que je livre comme ça. Et les ateliers philo, c'est ce que tu reprends, Jean-Claude, de la philosophie à tous les étages. La philosophie, elle aide beaucoup aussi, avec l'histoire, avec d'autres sciences, à pouvoir travailler ces questions. Des ateliers philo, d'ailleurs, entre premier et second degré, c'est ce qui est mené depuis quelques années, c'est ce que me disait Madame Fayol-Conan, des ateliers philo entre primaire et secondaire, et ça marche. Peut-être juste vous dire, je l'ai mis dans la boîte de chat, il existe une communauté qui a ouvert hier pour suivre et pour poursuivre les échanges. Elle sera menée et accompagnée par Keren Demry qui est intervenue hier. Donc, si vous êtes intéressé, si vous souhaitez partager avec vos enseignants, il y aura une rencontre mensuelle, un programme qui est établi. Je peux partager mon écran de 30 secondes pour vous laisser avoir ce qui attend et ce qui pourrait être fait pour prolonger. Est-ce que ça apparaît? Oui. Donc voilà, vous pouvez vous y inscrire. Les enseignants peuvent s'y inscrire. La prochaine rencontre aura lieu le 20 janvier. Le programme est ici. Il y a 3 premiers mois pour se pencher sur le développement de l'esprit critique, avec un travail sur les dilemmes moraux, les méthodes de clarification et de valeur, et puis des discussions à visée philosophique. Travaux par petits groupes, ensuite un prolongement avec le MC transversal, la transversalité, progresser, 2 rencontres, et puis le MC dans un cadre préventif au mois de juin. Tout ça sera encadré par Keren, qui était présente hier soir sur le forum et qui a écrit un ouvrage plus qu'intéressant sur le sujet. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour bénéficier des lumières de Keren,
Et les autres réseaux, ben, on vient, on clique ici et on s'inscrit. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je pense que c'est très important parce que beaucoup de choses ont été faites au lendemain, par exemple, des attentats de 2015. Beaucoup de choses ont été construites, je sais, au niveau de l'éducation nationale, et beaucoup de choses sont retombées comme des soufflets. C'est un peu l'impression que j'ai eue et n'ont pas été entretenues. Et je pense ce que tu viens de montrer, Julie, permet d'entretenir, permet de faire croître, de faire grandir et de construire au fur et à mesure que finalement cette histoire contemporaine se déroule avec nous, et ça me paraît extrêmement important car beaucoup d'énergie ont été dépensées après 2015 et je dirais que pas assez en 2016, 2017, 2018 et on arrive malheureusement encore à se reposer les mêmes questions quelques années après. Je pense que tu as tout à fait raison. C'est un accompagnement sur le long cours. Ça, c'est François qui en parlait, mais je ne peux que poursuivre. Et il va falloir du temps. Et tout ça ne va pas se mettre en place en un clin d'œil. En tous les cas, merci Jean-Claude, merci Ahmed, merci à pour toutes vos interventions lumineuses. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Merci Fulgence. C'est aussi lumineux que les tournesols qui sont derrière toi, c'est facile, mais bon, voilà. Ah, vraiment, les interventions d'Abidjan, d'Égypte, oui, mais d'Abidjan, vous m'avez scotché parce que vous nous avez donné à entendre. Merci. Je vous remercie à tous pour ces échanges et puis donc qui sont que le début puisqu'on va pouvoir basculer vers la communauté d'apprentissage sur ces thématiques qui sont effectivement très larges. Merci d'avoir consacré un petit peu de temps à cette séance et puis je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à tous. Prenez soin de vous. Merci aussi. Au revoir. Merci.